Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, 3 ans après la Révolution, les Tunisiens sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire leur parlement. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 6h GMT et l'affluence semble au rendez-vous. Va-t-on vers une dissolution de l'Assemblée nationale à Madagascar? Le Premier ministre Roger Kolo vient d'échapper pour la 4e fois à une motion de censure contre son gouvernement. Et puis, à la production agricole menacée en Ouganda, une maladie affecte l'herbe à éléphant et risque de faire baisser les récoltes. Les plantes génétiquement modifiées apparaissent alors comme une solution face à ce problème. Élections législatives ce dimanche en Tunisie. Près de 5,3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes dans 33 circonscriptions afin d'élire 217 députés. Il s'agit là des premières élections depuis la révolution de 2011, un scrutin crucial pour lequel un dispositif important de sécurité a été mis en place. Iparat Ndiaye. Les Tunisiens sont appelés aux urnes ce dimanche 26 octobre pour la première élection législative depuis le renversement du président Zine El Abidine Ben Ali. 217 députés doivent être désignés au cours de ce scrutin organisé au suffrage proportionnel à un tour. Parmi les favoris du scrutin figure le parti islamiste Ennahda et son principal rival, le mouvement Nida Tounes, dirigé par l'ancien premier ministre de la transition, Bézi Caïd Essebsi. L'autre enjeu est le taux de participation. Plus de 5 millions d'électeurs se sont inscrits sur 8 millions potentiels. L'opération de vote a commencé normalement. Selon les chiffres de l'ISI, 98% des bureaux ont ouvert à l'heure. L'affluence est très grande. Elle rappelle un peu 2011, avec de longues files d'attente au niveau des bureaux de vote. Tout se passe en règle et l'affluence est la même un peu partout en Tunisie, avec une forte affluence notifiée au début de l'opération électorale. La sécurité du scrutin est également un point essentiel. Les autorités craignent en effet une attaque terroriste qui pourrait perturber le vote. L'instance supérieure indépendante pour les élections n'a pas lésiné sur la logistique également pour le bon déroulement du scrutin dans les 11 000 bureaux de vote disséminés à travers le pays. On a préparé toute une logistique pour ça. Donc, dans les 50 000 agents de sécurité, agents de police qui assurent la sécurité, les plus de 30 000 aussi de la défense nationale. Il y a aussi de l'ordre de 60 000 agents de bureau de vote qui assurent l'opération de vote dans les bureaux de vote, dans les 25 000 observateurs, dans les 75 000 représentants des listes électorales, c'est-à-dire et des partis, qui assure aussi le contrôle et l'observation au niveau du bureau de vote. On compte de l'ordre de 10 observateurs et représentants des listes électorales par bureau de vote. Et on compte aussi un observateur et un contrôleur des listes électorales par tous les 50, électeurs. L'instance supérieure indépendante pour les élections a jusqu'à jeudi pour publier les résultats. Rappelons que les Tunisiens se rendront également aux urnes le 23 novembre prochain pour élire le président de la République. Le président Ian Khama, officiellement réélu au Botswana, il a obtenu un second mandat à la suite de la victoire de sa formation, le Parti démocratique du Botswana aux élections législatives. Le BDP a obtenu au moins 29 des 57 sièges que compte le Parlement, une majorité qui a permis sa réélection immédiate. Rappelons que dans ce pays d'Afrique australe, ce sont les députés qui élisent le président. Sa prestation de serment pour un nouveau mandat de 5 ans est prévue ce lundi. Confusion à l'Assemblée nationale malgache. Le groupe MAPA remet en cause l'efficacité de l'exécutif. Les partisans d'André Rajoelina ont à cet effet initié une motion de censure visant à forcer le gouvernement à démissionner. Une proposition qui fait réagir la majorité. Explication avec Aminata Diak. Remous au sein de l'Assemblée nationale malgache. Le bras de fer continue entre la majorité et le groupe parlementaire des partisans d'André Rajoelina suite à la motion de censure initiée par ces derniers. Si les partisans de l'ancien président de la transition ne renoncent pas à leur projet, une pétition signée par 101 députés, soit 2 tiers des 151 députés du Parlement, s'oppose aujourd'hui à la motion de censure.
Le projet de motion de censure initié par le MAPAR, parti d'Andry Rajoel, et dirigé au sein de l'Assemblée nationale par Christine Razana Massoud, donc l'ancienne garde des Sceaux sur la transition, n'a pas obtenu l'adhésion de la majorité requise pour passer. Si dans un premier temps, ils ont affirmé avoir déjà récolté plus de la moitié des voix requises, les représentants de la plateforme majoritaire, donc présidentielle, a, lors d'une conférence de presse, brandi une liste de 101 députés rejetant cette motion. Un chiffre qui, semble-t-il, aujourd'hui est passé à 109 députés. Les divergences au sein de la classe politique malgache restent fortes. Si certains partis ou courants politiques ont choisi de rester dans l'opposition, d'autres continuent d'apporter leur soutien au gouvernement. Globalement, nous avons les soutiens purs et durs de l'ancien président de la transition d'un côté et ceux qui soutiennent les actions du gouvernement de l'autre. Aucun de ces groupes ne fait partie de l'opposition. Même le MMM de l'ancien candidat à la présidence, Al-Zouadjena Narvel, dont le seul ministre présent au sein du gouvernement s'est vu abroger la nomination donc mercredi dernier, continue de soutenir le gouvernement dirigé par Koul Roger. Si Marc Ravalman en appelait les gens de sa mouvance à rejoindre l'opposition, seule une dizaine d'entre eux ont suivi ses ordres, les autres préférant rester au sein de la plateforme majoritaire. Il existe donc au sein de plusieurs groupes politiques des divergences de courants et d'opinions, notamment au sein de la majorité, mais pour la plupart, le mot d'ordre est de laisser le gouvernement faire son travail. C'est la 4e fois que le gouvernement du Premier ministre Roger Kolo est menacé de motion de censure en 6 mois de fonction. À chaque tentative, les autorités trouvent un moyen de la contourner, mais pour combien de temps encore? Car pour le groupe parlementaire MAPAR, la bataille semble encore loin d'être finie. Dans l'actualité également, 39 membres de Boko Haram tués au Cameroun. Ils ont été abattus par l'armée lors de 3 incursions au territoire camerounais qui ont aussi fait 4 victimes parmi la population. Ces affrontements ont eu lieu vendredi dans l'extrême nord du Cameroun où Boko Haram intensifie ses incursions armées depuis plusieurs mois. Le gouvernement camerounais avait alors réagi en y envoyant des renforts militaires, humains et matériels. Avec 2000 victimes sur près de 4900 morts, le Libéria est le pays le plus touché par l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola. À l'instar des écoles guinéennes, les établissements scolaires sont restés fermés depuis le mois de juin pour éviter toute propagation du virus. Une mesure nécessaire mais dont les retombées économiques commencent à se faire ressentir. Le point avec Kessie Ubi-Martel. Cela fait bientôt 4 mois que cette école de Monrovia, la capitale libérienne, n'a reçu aucun élève. La rentrée scolaire prévue au mois de septembre a été repoussée jusqu'à une date pour l'instant inconnue. Au mois de juillet 2014, la présidente Ellen Johnson Sirleaf a annoncé que toutes les écoles, sans exception, avaient ordre de fermer en attendant les nouvelles directives du ministère de l'Éducation. Une décision généralement acceptée par le corps enseignant. C'est une bonne chose que le gouvernement ait fermé les écoles pour éviter une propagation rapide du virus. C'était une bonne décision à mon avis. Je soutiens la décision du gouvernement. Elle aidera chacun d'entre nous, bien que ce soit douloureux, bien que cela fasse baisser le niveau scolaire des enfants. Nous devions prendre cette décision et nous devons soutenir le gouvernement pour que cette maladie ne se propage pas. Pour éviter que le niveau scolaire des élèves ne s'affaiblisse, certains professeurs auraient préféré que des mesures sanitaires soient prises en amont. Je voulais que le gouvernement nous présente les mesures dont ils nous ont parlé, les mesures comme ça laver ses mains avec de l'eau propre et du savon. Comme ça, nous les professeurs aurions pu sensibiliser nos élèves au virus. Particulièrement dans nos salles de classe, nous aurions aménagé l'espace de façon à ce que les enfants ne soient pas en contact pour que leur apprentissage se poursuive. Autre problème, le chômage technique auquel doivent faire face les professeurs, une cessation d'activité qui a des conséquences bien concrètes sur leur budget. Pour moi, en tant que professeur, le premier souci est financier. Mon école est une école privée et nous dépendons des frais scolaires que les enfants paient. Et depuis que l'école est fermée, la plupart d'entre nous ne reçoivent pas de salaire. Donc c'est assez dur pour moi et ma famille. Pourtant, le cantonnement de la population n'est pas aujourd'hui considéré comme une technique imparable. Il y a quelques jours, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé l'éradication du virus au Nigeria, pays qui avait misé sur la prévention, l'information, la traçabilité des personnes infectées et de leurs proches et une coopération efficace avec les organisations humanitaires internationales. La maladie qui affecte l'herbe à éléphant menace l'agriculture en Ouganda. Cette plante est victime d'une bactérie qui menace également la culture de bananes. Les chercheurs du pays et de la sous-région tentent de trouver des solutions pour venir en aide aux agriculteurs. Ibra Radinjai. Comment rentabiliser la production agricole en Ouganda?
C'est une problématique qui hante le sommet des agriculteurs et des chercheurs du pays et de la sous-région. En Ouganda, le secteur agricole reste fondamental car il est la principale source de moyens d'existence et d'emploi pour plus de 60% de la population. Des chercheurs de différents pays sont réunis pour trouver une solution à une maladie qui atteint l'herbe à éléphant et entraînait de nombreuses pertes chez les agriculteurs. Grâce au travail effectué par des chercheurs, une solution a été trouvée. Cette herbe m'a beaucoup aidé. Avant, mes vaches avaient des problèmes d'alimentation. Je vendais moins de lait. Mais maintenant, la production a augmenté grâce à une bonne alimentation. Nous obtenons aussi de l'argent pour un usage domestique. Je conseille cette herbe aux autres agriculteurs. Je tiens également à en planter pour mes vaches car il ne prend pas beaucoup de zone. Il y a environ 6 ans, la maladie qui touchait l'herbe à éléphant était presque une menace pour la productivité et les agriculteurs perdaient des animaux car ils ne possédaient pas une alimentation adéquate. En même temps, les agriculteurs ne pouvaient pas vendre du lait en raison de l'alimentation inadéquate, de sorte que nous avions à importer du foin d'Amérique du Sud. La production de bananes est également menacée à travers le pays. La banane constitue 25% de l'aliment de base du pays et occupe une place importante dans l'économie de l'Ouganda. Une perte de plus de 500 millions de dollars par an est enregistrée à cause de la bactérie qui n'épargne pas non plus le secteur agricole. Vous voyez ces bananes, quand nous les importons, certaines sont endommagées par les bactéries. Donc si elles peuvent être améliorées de telle sorte que nous obtenons une nouvelle variété, ce serait vraiment mieux. Pour remédier à ce problème, la piste des plantes génétiquement modifiées est mise en avant. L'Organisation nationale de recherche est sur la bonne voie. Son objectif, récolter en 2016 le premier lot de la culture de bananes génétiquement modifiées aux grandes dames des écologistes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.